Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Tout d'abord, déjà, qu'est-ce que c'est votre parti politique, République Souveraine, parce qu'il y a beaucoup de monde sur notre auditoire qui ne connaissent pas. C'est l'occasion ou jamais de nous expliquer de quoi il s'agit et après on partira sur une discussion, si vous le permettez, concernant un petit peu l'actualité en France, mais aussi à l'étranger. Très bien. Eh bien tout d'abord, merci pour cette invitation sur l'émission Arc-en-ciel, oui. qui nous honore, et puis de nous remerciements pour nous donner l'occasion de présenter République Souveraine. Alors, République Souveraine est un mouvement politique qui est assez récent. Oui. Qui s'est constitué à la fin du mois de mars 2019, donc il n'a pas même encore un an d'existence. D'accord. Mais déjà une certaine présence médiatique sur les réseaux, et la raison de ce début de succès, c'est les thématiques que porte notre mouvement politique. Et qu'elles sont inscrites dans le nom, c'est République et Souveraine. Alors pour faire très très simple, ce mouvement est composé de gens venant d'horizons différents. Moi-même j'étais un des responsables politiques du parti de gauche avant. J'étais secrétaire national du parti de gauche et porte-parole de M. Mélenchon pour les questions de défense et internationales pendant la présidence, l'élection présidentielle de 2017. Oui. Mais il y en a d'autres qui viennent plutôt de droite, mais de cette droite qui est gaulliste sociale, disons, qui est héritière de Gaulle, de Seguin. Et nous nous retrouvons tous sur le constat que la politique a été détournée par des élites financières qui, de gouvernement en gouvernement, appliquent les mêmes politiques qui sont imposées par l'Union européenne, et que le peuple a de moins en moins la voix, quelle que soit la composante du peuple. Il est, et même quand il exprime une opinion, je pense quand il y a eu le vote sur le traité constitutionnel européen, eh bien cette élite va à son encontre et, contrairement au vote populaire, va ratifier le traité de Lisbonne, qui n'est que la copie du traité constitutionnel européen. Et enfin, souverain donc République, parce que nous considérons que les valeurs de la République sont ce qui forge la France et qui fait que chacun, quelles que soient ses origines, peut y vivre en tant que citoyen. Et souverain, c'est eh bien ça fait écho à ce qui nous vient de la Révolution française, le peuple souverain, la souveraineté populaire, qui s'exprime dans le cadre d'une nation, la nation française, et qui a la garantie qu'il y ait une démocratie. Donc la souveraineté, c'est la reconquête pour nous de tous les moyens de souveraineté qui sont donc budgétaires, monétaires, de défense, géopolitique, et qui permettent de mener des politiques en pleine indépendance. Donc si j'ai bien compris, votre philosophie un petit peu de la chose, c'est que tout simplement la France, vous constatez comme quoi elle est en danger. Elle est en train de subir une pression économique, politique et voire aussi sociale, et vous insurgez contre cette perte de souveraineté de la France, même sur le plan européen. Donc vous êtes parmi ceux qui disent que nous devons sortir de l'Union européenne, si j'ai bien compris. C'est cela. Alors on constate que notre diagnostic est le bon avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est un soulèvement qui fait honneur au peuple français, qui renvoie à tous ces soulèvements qu'il y a eu depuis 1789, que ce soit en 1830, en 1848, 1870, 1936, quand ceux qui nous gouvernent déraillent, si je peux me permettre le mot, et bien c'est le peuple qui descend dans la rue et qui revendique
les Gilets jaunes étaient très très différents, mais dans leurs origines politiques et dans leurs revendications. Mais il y avait une revendication commune, c'était le RIC, donc le revenu d'initiative citoyenne, et qui est encore tout simplement plus de démocratie et un retour à la souveraineté populaire. Et bien évidemment, cette souveraineté populaire, comme la souveraineté nationale, sont remises en cause principalement par les fers que nous sommes mis au pied avec cette Union européenne-là. Alors je précise pour vos auditeurs que nous ne critiquons pas l'Europe, ce serait absurde, c'est une entité géographique et culturelle et historique, ça n'a aucun sens, bien évidemment. Nous critiquons cette Union européenne-là, donc la manière dont elle est construite, c'est-à-dire principalement au profit des très grandes multinationales et du capital financier contre les intérêts des peuples d'Europe. Donc effectivement, pour pouvoir faire quoi que ce soit, il est nécessaire de sortir des traités européens, donc de cette Union européenne-là. Il y a un grand nombre de partis politiques maintenant, donc comme vous pouvez le constater, et on a pu le constater le jour de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, le jour du Brexit, et vous étiez parmi un certain nombre de dissidents de ce bord. C'est quoi qui vous différencie par rapport aux autres souverainistes, populistes, chacun comme il se pronomme, dans cette vision de la chose? Alors, qu'est-ce qui nous distingue? Alors, disons dans la famille souverainiste, qui malheureusement est présentée avec le terme connoté péjorativement à tort de populiste dans les médias de maths, il y a des différences. Si vous voulez, dans le passé récent, le mouvement dont on se rapprocherait le plus, c'est ce qu'a incarné M. Chevènement en 2002. D'accord. Et une partie du programme de M. Mélenchon en 2017, sur l'indépendantisme français, sur la souveraineté, sur la République. Bon. D'accord. La différence, c'est que vous avez des partis qui étaient originellement classés à droite, classés à gauche. Nous, on essaye de sortir de ce clivage, parce que le macronisme est sorti de ce clivage. Comme vous avez vu, il y a des ministres de gauche et de droite, enfin ex de gauche, et pour répondre précisément à votre question, la différence par rapport aux autres, c'est que nous affichons clairement le pourquoi nous voulons la souveraineté. Nous voulons la souveraineté pour pouvoir défendre ce qui est un grand acquis de la Révolution de la France, de la Révolution française, du Conseil national de la résistance, qui est la République sociale. Et que pour nous, avoir la souveraineté pour mener des politiques néolibérales de manière nationale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Que ce soit fait à l'intérieur des frontières ou par une pression externe, si c'est pour mener des politiques néolibérales, à quoi pour se lever le matin. Donc nous, il est très clairement marqué que nous voulons défendre les acquis du Conseil national de la résistance, le programme des jours heureux, et ce que l'on appelle la République sociale, c'est-à-dire la solidarité entre les classes sociales, la solidarité entre les générations, la retraite par répartition, la sécurité sociale, l'accès aux études les meilleures possibles publiques, un hôpital public qui fonctionne bien. Là où d'autres souverainistes, avec lesquels on peut se rapprocher sur le combat initial, qui est de reconquérir la souveraineté, vont avoir des opinions plus, je dirais, libérales. Ils s'imaginent revenir à une période antérieure où s'affronterait une gauche, disons, parti communiste contre une droite libérale, mais dans le cadre des frontières nationales. Ce qui nous semble être une absurdité et qui nous semble être un des dangers avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je vais expliquer que nous avons salué et félicité la Grande-Bretagne pour sa sortie de l'Union européenne. D'abord parce qu'ils ont respecté le vote populaire. C'est la première fois qu'en Europe, on respecte un référendum du peuple, puisque comme vous le savez, il y a eu plusieurs référendums sur l'Union européenne, et régulièrement, ils ont été ignorés. Comme en Grèce en 2015, comme en France en 2005, en Irlande deux fois, en Hollande deux fois, bon, jusqu'à ce que Monsieur Jean-Claude Juncker, le précédent président de la Commission européenne, déclarait très honnêtement, on va dire,
il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Eh bien, les Anglais nous ont fait une grande leçon de démocratie en respectant le vote populaire. Ça, c'est une chose. Mais moi, personnellement, je suis un peu inquiet avec M. Boris Johnson, même s'il prend de très très bonnes mesures pour le moment, comme la renationalisation du train, qui était une catastrophe depuis la privatisation de Thatcher et de Nicolas. Il a annoncé qu'il allait refinancer 40 hôpitaux, qu'il allait financer 12 milliards pour la transition écologique. Ce sont de très bonnes nouvelles, mais il vient quand même des Tories, donc des partis de Madame Thatcher, et ce serait dommage que cette indépendance ne se fasse pas au profit du peuple britannique et qu'elle le tourne au bout d'un moment donné à du libéralisme refermé sur l'île britannique. Justement, c'est un petit peu ce qu'ils disent un certain observateur par rapport à l'avenir de l'Angleterre. Vous n'êtes pas le seul qui voit cette vision de la chose concernant cette sortie de l'Angleterre de l'Union économique européenne. Donc, si j'ai bien compris un petit peu votre vision de la chose et la vision d'un certain nombre de partis qui se disent souverainistes, on est en train de sortir, votre concept ressemble un petit peu à celui de Macron. Est-ce que la société française, par la force de la chose jugée, comme on dit sur le plan juridique, la France est obligée de rentrer dans cette ère dans la politique française? Alors, en tout cas, vous avez très très bien compris que ce qui nous caractérise, c'est que nous faisons, comme vous dites, un peu comme Macron. C'est-à-dire que, encore une fois, Macron a été celui qui a mis clairement sur la table politique ce qui se passe depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on voit se succéder au gouvernement le Parti socialiste, qui porte fort mal son nom, et le parti de droite du gouvernement, qui s'appelle le RPR, l'UMP ou les Républicains, qui finalement, sur tout ce qui concerne les questions économiques et sociales, ont mené des politiques très très proches. Macron, lui, il rompt cette fausse alternance et réunit tous ceux qui étaient, disons dans le terme gauche tel qu'il a entendu en général et de manière simple médiatiquement, tous ceux qui étaient à gauche et de droite, qui étaient d'accord sur certains points très précis, à savoir le néolibéralisme, le transfert de la souveraineté nationale à une souveraineté européenne qu'il défend bec et ongle, l'inféodation à l'OTAN et donc aux États-Unis sur le plan géopolitique, et le désintérêt pour ce qu'on peut appeler les spécificités de la France ou l'identité de la France. Et nous considérons qu'il faut mettre en place un bloc qui est diamétralement opposé à cela, donc qui sera souverainiste pour la République sociale, de la défense de l'intérêt du peuple, qui considère qu'il y a une spécificité française, histoire de France, une langue qui est propre à défendre, et qui se redevient indépendant, un peu dans une vision de De Gaulle, au niveau international, donc il se détache de cette emprise géopolitique des États-Unis. Et ça, effectivement, vous avez des gens de gauche et de droite qui pensent cela. Voilà. Maintenant, nous nous opposons quand même à certains extrêmes, de manière claire et nette. Nous refusons tous les xénophobes et antisémites, puisqu'il y en a aussi, et même s'ils sont souverainistes. Et de la même manière que nous refusons tous ceux qui, à l'extrême gauche, considèrent qu'il n'y a pas de nation française, qu'il n'y a pas d'État, et qu'il n'y a rien, que la souveraineté est quelque chose de mauvais. Écoutez, merci infiniment par rapport à cet éclairage, parce que qui dit souverainiste dans la mentalité des gens, donc crée confusion, comme vous le savez. Donc, c'est l'objet de ces questions pour que les choses soient claires et nettes par rapport à votre façon de voir les choses. J'espère que ça a été clair. Oui. Ah oui, il n'y a rien à dire. Hein. Comme j'ai pu le constater à travers plusieurs interviews de vous, vous êtes un laïc convaincu. Est-ce que la laïcité est mise en difficulté depuis plusieurs années ou bien tout simplement ces derniers jours-ci? Alors, oui, la laïcité pour nous est une valeur cardinale, puisque je vous ai dit que nous souhaitons défendre des valeurs de la République, et la laïcité en fait partie.
Je rappelle que on pourrait dire que tout notre programme, on pourrait dire, se résume au premier article de la Constitution française, qui dit que la France est une république une et indivisible, sociale et laïque, et quelles que soient les origines de ses citoyens. Et donc, il y a le mot laïcité dans le premier article de la Constitution, et il est très important, et il fait partie, c'est un élément central de l'identité de la France. Et ça n'existe pas vraiment ailleurs. Et la laïcité à la française, c'est-à-dire en même temps l'interdiction pour le religieux, quel qu'il soit, d'entrer dans la sphère publique, mais en même temps la protection de la liberté de culte, bien évidemment, est mise à mal depuis de très nombreuses années, dans ce domaine, mais comme dans d'autres, par l'influence anglo-saxonne, par l'influence des États-Unis. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer davantage comment cette influence, s'il vous plaît? Les pays anglo-saxons, et même l'Allemagne, mais principalement la Grande-Bretagne et les États-Unis, sont des pays dits communautaristes. C'est-à-dire que le mode d'intégration dans ces pays-là est organisé autour de communautés qui se revendiquent comme telles, et chaque communauté essaie d'obtenir des droits spécifiques pour sa communauté. Ce que je ne critique pas, pourquoi pas? Chaque pays est libre de s'organiser comme il veut. Voilà, c'est pas... Il y a eu deux axes d'influence sur la France de ce communautarisme anglo-saxon. Le premier, c'est quelque chose qui vient, qui n'est pas politique, mais qui vient de la sphère culturelle. C'est la très forte influence, en particulier que subissent les jeunes de France, des séries télévisées et des films produits aux États-Unis, que l'on consomme massivement depuis une vingtaine d'années. Produit France, c'est vrai ce que vous dites, hein, donc sur le plan culturel, on est absent, hein, donc. Oui, encore avant, quand il y avait les chaînes de télé classiques, et qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça, les téléphones portables, il y avait une certaine résistance sur le plan culturel. Maintenant, c'est très difficile et les jeunes sont nourris avec des séries. Alors, je ne critique pas, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais comme c'est fait par des anglo-saxons, eh bien, fort logiquement, ils vont traiter les problèmes avec le prisme communautariste, puisqu'ils parlent avec leur expérience, ce qui fait que ça acculture nos jeunes à ce communautarisme anglo-saxon. L'autre axe de pénétration est plus politique, et je dirais qu'il est beaucoup venu de la gauche, de la gauche du gouvernement, qui a été très très fortement influencée depuis la fin des années 80 par les démocrates des États-Unis. Donc des gens qui ont des politiques qui ont capitulé sur les questions économiques, même de manière très très grave. Je pense à Clinton, qui a pu supprimer la distinction entre banques de dépôt et banques d'investissement, qui ont libéralisé à tout plein, qui ont dérégulé massivement, privatisé massivement, donc qui ont abandonné ce qui devait être leur tâche politique première, c'est-à-dire la défense des catégories populaires, les ouvriers, les classes, les petits employés, les classes moyennes. Et comme ils se retrouvaient à mener des politiques néolibérales, eh bien ils ont dû compenser, et ils ont compensé en amenant cette nouvelle culture venue des États-Unis, avec les Gender Studies, avec ce multiculturalisme, en considérant que c'était un progrès. Voilà. Et sans oublier la très forte influence de la langue anglaise, qui pénètre partout en France, et qui s'impose dans les entreprises de plus en plus, et qui contribue à ce que se répande cette vision, cette organisation du monde. Donc, si je bien compte, la France est américanisée, quelque part. Il y a une tendance, oui. C'est un processus en cours. En tout cas, c'est ce que nous... Justement, parce que c'est la première fois, je vous cache pas la vérité, hein, ça fait depuis 2015 que je traite ce dossier de communautarisme, et notamment l'islam, après les attentats de 2015, hein, tout de suite après les attentats de 2015. Et on a essayé de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de cette histoire, parce que je pense qu'il y a votre façon de voir les choses, c'est la première fois que je l'entends. J'aimerais bien que vous le sachiez. Pourquoi? Vous voyez,
c'est différent. Là, c'est différent. C'est différent, et c'est quand même c'est consistant. Donc, on est dans une invasion culturelle américaine ici en France, avec la spécificité communautaire dans ces pays, et notamment les pays anglo-saxonnes, comme on l'avait bien dit. Donc, il y a cette mentalité de communautarisme qui s'est installée déjà, bien entendu, qui a fait des bébés, et notamment des bébés musulmans. Pas des bébés islamistes, on va dire. Le problème, c'est pourquoi je veux en parler par rapport à ce dossier-là, parce que c'est très important. Vous avez évoqué 3 points qui, à mon sens, qui sont très importants à prendre en compte par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement en France. Un, vous avez donné un historique de taille, et en même temps une étude sociologique de la chose. Et vous avez pris les choses dans la racine, et vous n'êtes pas venu pour dire, tiens, tel membre de la communauté, tel ou tel, c'est lui la cause de tous les malheurs. Il y a un diagnostic. Donc, ce côté-là, mais il y a un autre point, où je pense, vous avez bien pu le constater, il y a l'absence de la République pendant un certain temps, cette politique de ghetto que la France a construit depuis plusieurs années. Donc, le communautarisme, notamment maghrébin ou musulman, qui devient le fruit aussi et qui devient tout simplement un terreau pour les radicaux, c'est que cette marginalisation de cette communauté, puisque l'État y est absente, est-ce que vous croyez que l'État a une part de grande responsabilité de ce qu'est en train de subir les Français actuellement? Alors, je ne suis pas du genre à trouver des excuses à ceux qui pourraient se détacher de la loi républicaine, mais néanmoins, bien évidemment, c'est ce que nous dénonçons, il y a un recul tragique de la République, de manière générale, dans l'ensemble du pays, et très spécifiquement dans certains quartiers qui de facto sont abandonnés, où on va retrouver des manques de services publics, du chômage, qui fait que les gens, très naturellement, surtout si l'éducation a été mal assurée à l'école, vont facilement succomber aux sirènes de tel ou tel groupe qui va leur promettre un salut dans le groupe, quel que soit le groupe. Et parlons par exemple de tous ceux qui sont islamistes. Ok, donc ça effectivement, c'est un problème, mais ça rejoint la critique initiale et ce pourquoi nous avons créé la République souveraine. C'est que nous avons un personnel politique qui est incarné de manière paroxystique par M. Emmanuel Macron, qui réduit la dépense publique de manière globale. C'est-à-dire qu'on manque d'enseignants. Les enseignants sont mal payés. On voit la tragédie que vivent les personnels soignants. Ils ne sont pas assez nombreux. Et certains se suicident. Les infirmiers... Les policiers aussi. Oui, j'allais y venir. Il manque 7 à 8 000 policiers en France. Leurs locaux sont désastreux. Ils utilisent des ordinateurs qui ont 10 ans d'âge. Les pompiers, il manque 7 000, 8 000 pompiers également dans ce pays. Bref, à tous les niveaux de l'État, là où ça compte, les militaires, leur matériel est mauvais. Enfin, tout le monde est fatigué et épuisé. Il y a un recul de la République parce qu'il y a une inféodation à ces thèses néolibérales qui conduisent à mener des politiques d'austérité graves qui réduisent la dépense publique. Donc la conséquence, c'est que tout au bout de la chaîne, dans les quartiers les plus malaisés, les plus pauvres de France, c'est là que la catastrophe est la plus grande. Et je vous dirais, quel que soit on met le focus bien sûr sur les quartiers où il y a les islamistes, et c'est un vrai problème, mais vous avez d'autres quartiers où il y a, on ne montre pas, comme a très bien analysé Christophe Guilluy de la France périphérique, où les souffrances sont tout autant importantes et où on a des gens qui sont abandonnés. Donc évidemment, ça a des conséquences. Et c'est là qu'il faut parler, parce que je voudrais insister sur ce point. M. Emmanuel Macron à Mulhouse a parlé de séparatisme. Et j'ai dit, nous pensons que le premier séparatisme, c'est celui de cette caste, de cette élite qui se sépare de son peuple. Maintenant, je vais rapidement revenir sur ce qu'on disait sur l'influence anglo-saxonne.
Oui. Il faut quand même noter que depuis M. Sarkozy et surtout sous la présidence de M. François Hollande et de M. Emmanuel Macron, nous avons la moitié de nos ministres qui sont passés par la French American Foundation, qui est un lobby qui sélectionne les futurs jeunes leaders et de la France et culturellement, disons, les maisons des États-Unis. C'est un véritable problème. Parce que dans le phénomène de communautarisme qui sévit dans certains quartiers, il y a également, et on le sait assez rarement, assez peu, il y a une influence de l'ambassade des États-Unis qui finance énormément de programmes dans une logique communautariste. C'est-à-dire? Et ça, je voudrais lui... c'est-à-dire qu'ils vont financer des programmes de défense d'organisations culturelles de tel ou tel groupe, non pas en fonction de ses besoins spécifiques en tant que citoyen français, mais en tant que, je ne sais pas, éthiopien, d'origine maghrébine, d'origine polonaise. Enfin, il segmente en segmentant la société française. Et si je peux rajouter cela, ça renvoie à ce qu'ils font au niveau international. Exact. Alors je tiens à rappeler que même si les islamistes, l'islam politique est un ennemi de la République française, l'islam politique est d'abord dans les pays de culture et de religion musulmane majoritaire. Sur les 20 dernières années, le terrorisme islamiste a tué 98% des victimes sont des musulmans dans des pays musulmans. Exact. Or, les États-Unis ont depuis 1953, je prends cette date exprès parce que c'est le coup d'État qui a été organisé par la CIA, comme elle l'a reconnu il y a 2 ans, avec les services de renseignement britanniques contre le Premier ministre Mossadegh d'Iran. Il y a une tendance forte à vouloir renverser tous les régimes laïques, nationalistes, socialisants dans les pays arabes pour les remplacer ou favoriser les groupes politiques religieux extrémistes, en particulier en se basant sur l'Arabie Saoudite qui, elle, n'est jamais critiquée, pas plus une vision un peu globale. Oui, c'est un phénomène international, cher monsieur, c'est un phénomène international qui a... Voilà, et la France est en train de subir un petit peu les conséquences. Et qui a une conséquence locale. Voilà. Et qui divise les citoyens. Et je dirais que malheureusement, pour le moment, cette casse est globale, encore une fois. C'est la casse de la laïcité, la casse de la République, la casse des acquis sociaux conduit à la fragmentation, à la division des Français et leur mise en concurrence les uns contre les autres. Donc le primat de tout religieux, c'est une attitude qui n'a pas toute sa place vu qu'il y a un climat d'amalgame qui est en train de prendre de l'ampleur depuis le discours du président Macron, j'aimerais bien que vous le sachiez, auprès des musulmans. Parce que maintenant, les musulmans, c'est l'origine de tout le malheur de la France. Je ne sais pas si c'est ce que pense le président de la République. Ce que je constate, on a spécifiquement quand même un problème avec certains islamistes. Alors, je précise, pas avec les musulmans. Et je pense que la plupart des musulmans n'apprécient pas les islamistes. En aucun cas, Ouais. Voilà. Non, justement, c'est quelque chose que j'ai noté. Bon, on a quand même tous remarqué qu'on a une élection municipale qui se profile dans un mois, que contrairement à ce qu'il croyait M. Macron et son parti, la République en marche, n'est pas en si bonne position dans bien des endroits. Et comme souvent, ça tombe, ce discours tombe à point nommé parce que, encore une fois, ceux qui sont au gouvernement, tant qu'ils continuent à suivre les directives néolibérales imposées par les traités de libre-échange et par l'Union européenne, n'ont pas beaucoup de latitude d'action. Ce qu'ils peuvent faire, c'est aggraver les politiques néolibérales, c'est ce que fait très très bien M. Macron, augmenter l'austérité, c'est ce qu'il fait très très bien aussi, on le voit, toute la société française est furieuse, contre les réformes qu'il engage, en particulier celle sur la retraite. Puis, pour se distinguer un peu, on peut parler de questions sociétales et souvent, effectivement,
malheureusement, il y a une instrumentalisation de l'islam en France, qui est bien malheureuse. Et qui fait que, malheureusement, on ne s'occupe pas de ce dont on devrait s'occuper, c'est-à-dire des vrais islamistes qui gangrènent certains quartiers. On ne s'attaque pas à ceux qui les financent. Donc encore une fois, on ne s'attaque pas à l'ambassade des États-Unis, on ne s'attaque pas à l'Arabie Saoudite, on ne s'attaque pas à ces réseaux internationaux. On ne saisit pas leurs biens. Et on ne fait pas ce qu'on a fait avec les catholiques extrémistes à l'époque en France, la laïcité, ça. À ceux qui ne veulent pas avoir une pratique modérée de leur religion, eh bien on leur impose un peu fermement la République française. Bon, je suis quasiment convaincu que M. Macron ne fera rien de tout ça, et que ça aura juste été un discours de circonstances politiques liées aux élections municipales qui arrivent. Bah écoutez, donc si vous le permettez, donc on se donnera rendez-vous après les élections municipales pour analyser avec vous ces résultats et en même temps de voir le peuple de France ce qu'il en pense par rapport à cette politique menée, ça fait presque maintenant 2 ans et demi, et en même temps de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants par rapport à ce discours concernant le séparatisme et d'autres qui appellent le communautarisme, et sauf que le communautarisme, comme vous l'avez bien expliqué, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années, donc c'est toute une offensive idéologique à l'international que la France, comme d'autres pays, même dans les pays maghrébins, subissent, et l'origine du mal, jusqu'à maintenant, elle est ailleurs, l'origine du mal, donc on s'attaque pas à l'origine du mal, mais on s'attaque à ses symptômes. Voilà, oui, voilà, c'est tout à ses conséquences. Et sincèrement, je vous cache pas la vérité, je le redis encore une fois, il y a beaucoup de musulmans qui se posent des questions, sont contre tout ce qui est politique, tout ce qui est radical, ils sont là pour vivre comme l'ensemble des Français, comme ils l'ont fait depuis toujours. Et comme vous le savez personnellement bien, puisque vous êtes un souverainiste, il y a un grand nombre de musulmans ayant participé à la libération de la France, et notamment maghrébins, contre Hitler à l'époque, et malheureusement donc les choses ça se gâte un petit peu ces dernières années. En tout cas, Monsieur le Président de République souveraine, Monsieur Georges Kuzmanovic, merci infiniment de cet éclairage qui est fort intéressant et qui sort de l'ordinaire. J'aimerais bien que vous le sachiez, qui sort de l'ordinaire. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien, merci Monsieur Efaki, et merci pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur votre antenne, et à très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.